Le problème, c'est que je pense qu'on ne mesure pas bien ce que signifiera à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe le fait que l'Amérique se retire de ce conflit. Si les Américains se retirent et s'ils ne votent plus d'aide à l'Ukraine, mais si en plus ils retirent une partie, la totalité du renseignement qu'ils donnent à l'Ukraine, eh bien, ce n'est pas l'Europe, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est concernée, c'est pas l'Europe qui va pouvoir suppléer à ce vide, parce que c'est colossal. C'est Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur notamment de Jusqu'au dernier Ukrainien aux éditions Max Milo, pour parler de ce conflit en Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Alexis. Alors, on a l'impression que sur le dossier ukrainien, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Donald Trump voulait régler le conflit en 24 heures. Il en est à se dire que si ça n'avance pas plus, il passe à autre chose. Là oui, je pense qu'il est tout près, très très près de jeter l'éponge, mais le problème c'est que je pense qu'on ne mesure pas bien ce que signifiera à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe le fait que l'Amérique se retire de ce conflit. Il y a un certain nombre de choses qui sont à annoncer, comme quoi on va réarmer l'Europe. Ursula von der Leyen, on en avait débattu d'ailleurs sur ce plateau, les 500 milliards, etc., etc. Sauf que tout ça, d'abord, ça n'a pas encore été complètement acté, le réarmement de l'Allemagne. Et en fait, en tout état de cause, on est avec ce qu'on a actuellement. Or là, si l'Amérique se retire, et je m'en réfère à un papier, une excellente enquête faite dans le New York Times il y a 2 semaines, qui expliquait que toute la guerre depuis le début, depuis février 2022, avril 2022, c'est le moment où cette situation room a été mise en place entre les Américains et les Ukrainiens du côté de Wiesbaden en Allemagne. La guerre a été pilotée depuis un centre opérationnel là-bas, et les Américains ont suivi pied à pied tout ce qui s'est passé et ont donné évidemment leur approbation sur quasiment tout, étant quasiment côte à côte avec l'état-major ukrainien. Même dans la contre-insurrection de 2003, le plan, etc., tout a été fait avec la patte, avec l'armement, avec le renseignement. Tout a été fait par les Américains, en fait, dans ce conflit. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que si les Américains se retirent et s'ils ne votent plus d'aide à l'Ukraine, mais si en plus ils retirent une partie, la totalité du renseignement qu'ils donnent à l'Ukraine, eh bien, ce n'est pas l'Europe, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est concernée, c'est pas l'Europe qui va pouvoir suppléer à ce vide, parce que c'est colossal. Et nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes moyens que les Américains, qui ont un budget de la défense, je le rappelle, qui vient d'être augmenté à 1000 milliards de dollars. C'est l'équivalent des 20 pays derrière cumulés. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas cette puissance. Nous avons des budgets de la défense qui ont été structurellement déclinants depuis les 48 dernières années. Et là, subitement, il faudrait qu'on vienne suppléer à l'Ukraine, aider l'Ukraine, prendre la place des Américains et continuer la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, Trump y trouve son compte. Et s'il ne trouve pas son compte, il peut lâcher l'affaire complètement, effectivement, comme il l'a dit. Ouais, mais justement, cette idée de l'Europe de la défense, portée par Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, les 800 milliards d'investissements, quand on voit que la Belgique va acheter une trentaine de F-35 aux États-Unis, le Danemark, alors même que les États-Unis veulent leur voler le Groenland, achète des F-35. En fait, l'Europe de la défense, c'est un fonds d'achat groupé pour l'armement américain. C'est même, si vous voulez, ça fait partie. Alors, effectivement, le scénario n'est pas celui que Trump envisageait. Il pensait visiblement que Zelensky accepterait, que Poutine accepterait et qu'on irait à la fin de la guerre. Maintenant, si l'Amérique décide de se retirer, elle dit à l'Europe, conduisez cette guerre, faites comme vous voulez, mais achetez notre armement. Donc en fait, c'est tout bénef pour les Américains qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu à investir, ont tout fait aux côtés des Ukrainiens, mais sans utiliser leur sang, sans utiliser le sang de leurs soldats. C'est toujours un problème crucial, les fameuses boots on the ground. Donc c'est la ligne rouge
rouge qui ne sera jamais passé par les États-Unis. Surtout après l'Irak et l'Afghanistan, les guerres longues comme ça, avec investissement de corps expéditionnaires américains, tout ça c'est terminé. Et puis là c'est face à la Russie, on n'est pas sur un pays comme l'Irak ou l'Afghanistan. Oui, encore que dans l'offensive de Koursk, vous savez, qui a eu lieu en août dernier, les Ukrainiens qui, eux, avaient préparé cette offensive, à l'époque les Américains les avaient un peu laissé faire, et les Américains se sont retrouvés, c'est encore, je me réfère à ce fameux papier du New York Times, les Américains se sont retrouvés face à face avec les Russes, à donner du renseignement, à aider les Ukrainiens, sinon les Ukrainiens auraient été obligés de se retirer, pour qu'ils puissent s'implanter à Koursk. Les Américains ont dit, à l'époque, c'est la seule fois depuis la guerre froide finalement, même pendant la guerre froide, nous nous sommes jamais retrouvés à combattre les Russes sur leur propre territoire. C'était quasiment, voilà. Donc voilà, là, donc là, il y a eu une peur quand même d'un dérapage, bien sûr, avec cette incursion à ce que des Américains finalement, ou on va dire une action américaine puisse être interprétée comme une implication directe dans le conflit. Oui. Il faut savoir que cette incursion à Koursk, qui ressemblait à une opération suicide, a été faite avec de nombreux mercenaires étrangers. Tout à fait, mais de toute façon, il y a beaucoup vous savez, de ce qu'on appelle des tchévékas en russe, mais en ukrainien aussi, c'est-à-dire des sociétés militaires privées qui sont ou des groupes qui ont été créés. Vous avez des unités comme Kraken, par exemple, qui est une unité ukrainienne assez connue, qui est pour grosse partie composée de Polonais, de volontaires polonais. Vous avez la Légion ukrainienne, la Légion géorgienne, tous ces mouvements qui ont été plus ou moins incorporés dans l'armée ukrainienne ou travaillant en parallèle. Et c'est pareil du côté des Russes. Du côté des Russes, vous avez des bataillons de volontaires, un peu sur le modèle Wagner, qui viennent justement aider l'armée classique. Vous l'avez beaucoup côté ukrainien, et effectivement, vous avez un nombre assez considérable de Colombiens, de Polonais, vous avez des Français, vous avez des Anglais, des Britanniques, des Américains aussi, à peu près une vingtaine d'Américains qui ont été tués dans cette guerre. Donc d'anciens des forces spéciales parfois. Tout à fait. Alors entre anciens mercenaires, toujours des forces spéciales, mais déguisés, tout ça évidemment, il n'y a rien de plus facile que d'envoyer un mercenaire, d'envoyer quelqu'un et dire oui, c'est un mercenaire. Du côté ukrainien, on a souvent accusé les Russes justement d'utiliser les fameux soldats nord-coréens, puis les soldats chinois, toujours démentis, à la fois par la Chine, la Corée du Nord et la Russie, et pourtant c'est aussi une réalité ou pas? Alors les soldats chinois, moi je peux en attester, oui, nous on en a vu, les équipes d'Omerta en ont vu quand on a fait des reportages, notamment à Koursk, mais il s'agissait d'individus ayant choisi de venir combattre, de venir s'enrôler dans l'armée russe. Moi j'ai vu un Nord-Coréen à Koursk, mais il s'agissait d'un Nord-Coréen issu d'une famille ayant immigré en Russie, donc ayant la nationalité russe, mais originaire de Corée du Nord, incorporé dans l'armée russe. Donc voilà, maintenant, sur la question de l'infanterie nord-coréenne utilisée à Koursk, moi, j'y crois pas trop, tout simplement pour le fait que une armée, mettons, comme ça a été dit, 5000 ou 10 000 combattants nord-coréens, faire fonctionner ça à côté d'une armée russe qui a déjà parfois du mal à faire fonctionner 2-3 unités qui sont côte à côte. La question de la langue est cruciale. La question des habitudes militaires ne s'improvise pas comme ça. C'est pas en 2 mois qu'on va intégrer un dispositif qui est en place depuis 3 ans. Donc qu'il y ait eu peut-être des troupes envoyées pour tester ou pour les aguerrir, peut-être le fruit d'une discussion entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, puisqu'il y a une association, il y a des accords qui ont été faits sur l'armement notamment. Oui, sur l'armement. Alors pour le coup, sur l'armement, moi je l'ai vu, j'ai vu les fameux obus 252 mm nord-coréens. Ça, on m'en a attesté. Je les ai vus. J'ai vu aussi qu'ils fonctionnaient. On va dire qu'il y en a 4 sur 5 qui partent. Parfois, il y a un petit raté, parce qu'ils sont assez anciens. C'est de fabrication ancienne, et ils sont arrivés, on va dire essentiellement en janvier, à l'hiver 2023, où il y avait une pénurie assez significative d'obus de 152 et de 122 mm côté russe, côté ukrainien à l'époque aussi, sauf que les Russes, justement, ont eu cette chance de bénéficier de l'obus nord-coréen ensuite pour
pour peut-être gagner en rapport de feu, c'est-à-dire établir une supériorité par rapport aux artilleurs ukrainiens en face. Oui, c'est quand même assez particulier. Sur le retrait possible américain, c'est quand même assez étonnant de voir que les Européens acceptent assez facilement que ceux qui sont à la manœuvre depuis le début quasiment pour envenimer la situation puissent partir, se dédouaner d'une situation qu'ils ont créée. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte, et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, mais même au-delà de Trump, de ce que représente l'Amérique dans cette guerre. C'est une guerre qui, si on considère son départ à 2014, parce que faut arrêter la narration de la guerre d'agression gratuite en février 2022. Si on considère 2014, de bout en bout, vous avez des éléments américains, vous avez un sénateur, John McCain, qui assiste au Maïdan, qui le filme, qui s'en félicite, en fait qui vient se féliciter d'un coup d'État. Sénateur américain en titre, pas un retraité, avec, etc. Victoria Nuland également. Victoria Nuland, voilà, vous en avez plein d'autres qui sont déjà à la manœuvre, et on le sait, ça a été documenté, il y a plein de documentaires qui ont été faits sur cet épisode-là. Ensuite, là encore, je me réfère au papier du New York Times de février dernier, qui explique que dès 2014, la CIA installe 12 bases le long de la frontière, et que ces éléments de la CIA vont rester en février 2022 au moment de l'attaque, et qu'ils vont servir le renseignement ukrainien, c'est-à-dire le GUR, les hommes de Budanov, qui ont été eux aussi formés par la CIA. Tout ça, c'est des personnages très important dans l'armée ukrainienne aujourd'hui. Oui. Donc l'imbrication, elle est totale, elle existe, et elle n'a fait que s'intensifier dans cette guerre. D'où le départ qui risque d'être, somme toute, problématique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours sur cette logique, sur cette narration du conflit, qui n'ont pas compris l'impact que pourrait avoir le départ de l'Amérique. On va marquer une courte pause et revenir sur la situation en Ukraine avec ce départ américain ou non, ou ces accords de paix possibles ou non, même si aujourd'hui ils paraissent difficiles dans l'immédiat. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour parler de l'Ukraine. Je parlais de ce mouvement avant-arrière où on ne sait pas vraiment où on est. Il y a eu cette attaque russe de missiles et de drones qui a visé Kiev, qui a tué 12 personnes et blessé 90 autres. C'est de la provocation, là, compte tenu de discussions qui sont en cours. Aller frapper la capitale ukrainienne de cette façon-là, que veulent dire les Russes en faisant ça? Oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est insurgé contre ces frappes. Il y avait eu les frappes sur de missiles balistiques sur la ville de Soumy aussi, il y a environ 10 jours. Les Russes ont refait des frappes aussi il y a 2-3 jours qui ont été assez mortelles. Donc je pense que c'est une manière de la part des Russes de faire pression. En même temps, Trump s'est insurgé, a dit stop Vladimir, parce qu'on sent bien que chez Trump il y a cette volonté assez authentique, je dirais, d'arrêter cette guerre à cause justement de l'effusion de sang. Donc Trump a beaucoup de défauts, on ne sait pas parfois exactement où il veut en venir au niveau de ses plans, mais je crois qu'il est assez sincère sur le fait qu'il n'aime pas la guerre et qu'il n'aime pas voir le sang couler. Et en l'occurrence, Vladimir Poutine enfonce le clou, profite de cette situation, mais aussi c'est la manière de Poutine, que Poutine a de mettre la pression sur Zelensky. On sent bien qu'il y a à la fois chez Poutine et à la fois chez Trump une volonté d'éclipser Zelensky. On l'a vu avec l'entrevue à la Maison Blanche, on l'a vu avec les Russes qui longtemps ont été hostiles à toute discussion avec le président ukrainien. Et puis il y a eu cette idée qui a germé au milieu des discussions entre Russes et Américains de faire des élections. Alors ça a stimulé les appétits des divers personnages, dont Budanov, dont je parlais tout à l'heure, encore que lui, pour le moment, il bouge pas trop, mais vous avez des personnalités comme Vassili Klitschko, qui est le maire de Kiev. Vous avez aussi Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées, écarté par Zelensky, qui actuellement est ambassadeur d'Ukraine à Londres. Quand on observe les tweets que fait Zaloujny depuis, on va dire, une semaine, 10 jours, on a l'impression que c'est des tweets d'hommes d'État. Donc il commence à y avoir cette petite musique qui monte, et surtout aussi, et c'est là où Poutine essaye d'appuyer, c'est sur le fait que si l'Ukraine continue la guerre sans l'aide américaine, avec uniquement les Européens, eh bien, comme le dit
dit l'ancien conseiller de Zelensky, comme Alexei Arestovitch, c'est pas 4 régions que l'Ukraine risque de devoir céder d'ici 6 mois, c'est peut-être 8. Et je cite l'ancien conseiller de Zelensky qui dit ça. Donc on sent bien que, et ce que dit Klitschko aussi est intéressant. Klitschko dit on pourrait peut-être céder du territoire, quitte à ce que ce soit temporaire. Donc voilà, il y a une esquisse d'acceptation d'une forme de plan qui montre que du côté ukrainien, on est prêt à accepter. Certains sont prêts à accepter. Maintenant, est-ce que Zelensky est prêt à accepter? Parce que je pense qu'il y a derrière son avenir aussi qui est en jeu. Lui, clairement, n'accepte pas, puisqu'il en est à vouloir récupérer la Crimée, oui. En expliquant qu'il est d'accord sur tout, sauf sur l'idée de dire on lâche la Crimée, l'intégrité territoriale de l'Ukraine reste une priorité pour lui, alors que de nombreux analystes ou responsables politiques savent très bien que c'est plus possible aujourd'hui. Oui, c'est plus possible, et puis surtout, ça fait 10 ans que ça s'est produit. Et c'est pas que ça peut être rien n'est irréversible dans la vie, mais si vous voulez, les habitants de Crimée aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas de gens qui sont. C'est comme dans le Donbass. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, à la différence de Kherson où j'étais allé justement au moment de l'occupation russe, où là il y avait beaucoup de résistance, il y avait des partisans ukrainiens qui justement sabotaient sur les arrières, éliminaient des personnalités pro-russes. Ça, j'ai vu ça à Kherson, Zaporizhzhia aussi, dans ces parties-là nouvellement conquises par les Russes, il y avait de la résistance. En revanche, dans le Donbass, où on se bat depuis 2014, comme en Crimée qui a été annexée en 2014, il y a quasiment plus de gens qui, dans ces zones-là, et je vous parle de quelques 5-6 millions d'habitants, qui sont farouchement pro-russes. Le Donbass est devenu une sorte de forteresse russophone, russophile, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus rien d'ukrainien là-bas. Oui. Et donc, il y a une sorte de fiction à se dire, on va récupérer les frontières de 91, en sachant que ces mêmes frontières étaient déjà brinque-ballantes à l'époque, avec ce problème déjà qui se trouvait des russophones. Vous avez quand même des présidents ukrainiens comme Poroshenko qui avait proposé de supprimer la langue russe. Donc ça aussi, ça a été des moments de tension extrêmes, au moment où la sécession ne s'était pas faite à l'Est, et aujourd'hui, il me paraît extrêmement difficile, sauf à se débarrasser de ces personnes-là et en mettre d'autres, que les Ukrainiens récupèrent ces territoires. Donc là, on est dans on va dire de la politique fiction, dans une forme de souhait, mais qui se confronte à une réalité qui n'est plus, voilà. Et pour ce qui est de la Crimée, il y a quand même un côté extrêmement symbolique, parce que on est face à des reconnaissances d'État. Alors on dit oui, c'est la fin du droit international, mais bon, ça n'a pas été la fin du droit international quand on a reconnu le Kosovo, par exemple, qu'on a arraché à la Serbie, et quelque part aujourd'hui, personne va dire il faut le rendre à la Serbie. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une musique moralisatrice qu'on entend. Là, en l'occurrence, si les États-Unis changent leur fusil d'épaule, c'est quand même un tournant assez vertigineux par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Voilà. Ce que disait Trump lors de son premier mandat, c'était qu'il ne reconnaissait pas la Crimée russe à l'époque. Non, bien sûr. Et là, on se retrouve deuxième mandat, et pour lui, la Crimée russe, il n'y a pas à revenir dessus. C'est allé très vite quand même. Je pense que Trump est prêt à faire beaucoup de concessions, d'abord pour arrêter cette guerre, pour s'offrir une victoire diplomatique. Est-ce qu'il ne fait pas beaucoup trop de concessions aux Russes et pas assez aux Ukrainiens, ce qui est la critique qu'on entend souvent? En même temps, il semble dire aux Ukrainiens, si vous acceptez mon plan, et c'est un peu ce que disent ceux que je vous ai cités, Arestovitch ou Klitschko, même s'ils vont pas totalement dans le sens de Trump, mais ils disent, le deal qu'on peut faire aujourd'hui, dans 6 mois, on sera peut-être contraint de faire un autre deal qui sera bien plus à notre désavantage. C'est ça le risque. Le risque, c'est que effondrement du front, perte nouvelle de territoire, situation aussi en Ukraine qui n'est plus tenable en termes d'absence de réserve, en termes de rafles organisées pour trouver des troupes, parce qu'il n'y a plus de troupes. Donc on sait bien que l'économie ukrainienne en plus a été extrêmement fragilisée évidemment par ces 3 ans de guerre. On sent bien que le peuple ukrainien est à la fois extrêmement combatif et résolu, mais en même temps extrêmement fatigué par tout ce qui se passe. Et donc tout ça, ça peut provoquer des fractures à tout moment. Donc la vraie question que les Ukrainiens se posent, c'est
deal aujourd'hui égale on perd pas tout. On conserve d'ailleurs la navigation sur le Dniepr, donc la possibilité de faire du commerce, une ouverture avec Odessa et la possibilité d'acheminer le blé à l'extérieur. Également la question des centrales nucléaires, et en particulier celle d'Energodar, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui aujourd'hui est contrôlée par les Russes, mais qui reviendrait sous souveraineté ukrainienne avec un partage de l'électricité. Alors c'est très avantageux pour les Russes, je vous l'avoue, parce que ça veut dire que l'électricité de ces 6 réacteurs, je vous dis plus grande centrale d'Europe, 1300 mégawatts par réacteur, ça veut dire que les Russes s'assureraient de l'électricité pour l'ensemble des territoires qu'ils ont conquis. Donc c'est avantageux pour les Russes, mais quelque part l'Ukraine ne perd pas tout. Ce que je veux dire, c'est que le deal permet à l'Ukraine de continuer à être armée d'une certaine façon. La fin de l'illusion de l'OTAN, qui est quand même la cause principale de cette guerre de bout en bout, que ce soit de 2014 jusqu'au bout de février 2022, la question de l'OTAN est évidemment au cœur de ce conflit. Donc là, ça serait résolu. Le sommet de l'OTAN est en juin, ce sera un sommet consacré à la question ukrainienne, on peut imaginer. Est-ce que là, il risque d'y avoir des avancées particulières ? Écoutez, déjà on a entendu Mark Rutte, qui est l'ancien Premier ministre néerlandais, qui aujourd'hui est le patron de l'OTAN, dire que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Ça a été je pense qu'il y a évidemment une grosse pression américaine. Je pense qu'il va se passer sur la question de l'OTAN, et c'est là où ça risque d'être critique s'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis se retirent, mais qui peuvent aller plus loin en se retirant de l'OTAN. Et ça, c'est une menace que Trump a déjà brandie sur la question justement du financement de l'OTAN, où les États-Unis contribuent à une part disproportionnée par rapport à tous les autres acteurs. Les États-Unis, n'oublions pas, dès le début des négociations, par la voix de Pete Hegseth à l'époque, avait insisté sur le fait que les pays de l'Union européenne devaient revoir à la hausse leur budget, mais ils devaient revoir à la hausse leur participation dans l'OTAN. Sinon, les États-Unis se désengageraient. Et ça a été déjà émis, et ça pour le coup, par Donald Trump lors de son premier mandat. C'est pas la première fois, le retrait des troupes américaines d'Allemagne aussi. À cette époque-là, Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en mort cérébrale. Exactement. Mais il risque de se retrouver en mort cérébrale s'il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine. C'est ça la vraie question, parce que quand on a une locomotive comme les États-Unis, on est sur un TGV. Si la locomotive disparaît, on n'est plus sur un TGV et il faut reconstruire une motrice, quoi. Voilà. C'est compliqué. Et ça va être assez dur. Et la motrice, ce serait c'est ce fonds européen de la défense de 800 milliards. Mais c'est 5 ans, 10 ans. On en verra les traces. Peut-être qu'on va voir des frémissements. Peut-être qu'on va voir des domaines dans lesquels l'Europe va enfin agir de façon indépendante et non plus être à la remorque. Mais on part finalement, et c'est aussi la chose qu'on a du mal à concevoir, je vois par certains observateurs ou certains politiques, c'est-à-dire que cette ultra-dépendance aux États-Unis qui nous tient, que nous avons chevillé au corps depuis des décennies, ne peut pas disparaître comme ça. Elle peut pas disparaître. Elle pourrait disparaître rationnellement, mais culturellement nous y sommes habitués. Et il faut faire une volte-face complète et réarmer les pays, réarmer l'Europe pour enfin prendre nos destinées en main. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment. Voilà. On va marquer une courte pause et revenir sur ces questions de l'OTAN, des troupes au sol aussi, dont on ne parle plus, la coalition Vueling, toutes ces réjouissances portées par le président français, en l'occurrence. À tout de suite sur Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez poser une question ou réagir. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Régis Le Sommier, notre invité, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour parler du dossier ukrainien. Alors, il y a eu une réunion à Londres cette semaine à propos de cette coalition des volontaires. Emmanuel Macron était absent pour cause de tournée dans les îles. C'était quand même une absence remarquée. Keir Starmer menait la danse. C'est les deux, le Premier ministre britannique et le président français, qui sont le duo qui veut le leadership sur le dossier ukrainien en Europe. Et on s'est retrouvé devant une réunion qui a été un fiasco complet, on peut dire, puisque l'idée de l'envoi des troupes au sol a été en quelque sorte questionnée, en disant c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et puis tout le monde fait un peu pression sur Zelensky aussi pour dire il va falloir trouver un accord dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, alors en plus c'est une réunion à laquelle je
Mais je crois que Marco Rubio devait initialement participer et finalement, devant le refus de Zelensky, les premières déclarations, a décidé de ne pas assister à cette réunion. Et ils n'ont même pas envoyé Steve Witkoff, qui est le négociateur de Trump, multiplateforme, parce qu'il est sur l'Iran, il est partout. Donc l'avocat spécialiste de l'immobilier. Donc ils n'ont même pas envoyé lui, ils ont envoyé Keith Kellogg, qui était le premier envoyé de Trump sur l'Ukraine, qui avait été écarté. Donc, en gros, des seconds couteaux. Bon, oui, cette réunion n'a pas, finalement, elle n'a fait que refléter les divergences de position des Européens depuis le début. Ouais. À chaque fois qu'il y a eu un mini-sommet, à chaque fois, ça a été toujours les mêmes impasses. Et puis, on a même reculé, je dirais, sur la question de l'envoi des troupes, puisque même les Britanniques, semble-t-il, aujourd'hui, sont un peu réticents à cette hypothèse. Donc, il reste que les Français, finalement. Les Italiens ont dit qu'ils refusaient, les Polonais aussi. Les Allemands également. Voilà, donc on est dans un. En plus, les Allemands, il y a une période transitoire, donc on sait que le prochain chancelier sera aligné, on va dire, en gros, peut-être plus aligné, en tout cas, sur les positions de Macron et de Starmer. Mais en tout cas, il n'est pas encore désigné. Donc tout ça fait qu'il y a un flottement et fait que voilà, on va probablement hériter d'une guerre si l'accord ne se fait pas, et si les Américains se désengagent, encore une fois, qui va nous mettre face à la réalité ukrainienne. Je pense qu'on va se rendre compte que la fiction à laquelle on a cru, en tout cas, et la narration particulière, victorieuse de l'Ukraine, sur laquelle on a misé depuis 3 ans, finalement ne se matérialise pas, et que ça va être une charge ça va être à nous d'assumer cette charge. C'est déjà le cas, quand on voit les milliards promis à Zelensky, qui aussi soutiennent l'industrie de l'armement française. Oui, bien sûr. La France est passée 2e exportateur d'armes au monde. Donc, voilà. C'est sûr que c'est pas une mauvaise opération. Mais encore une fois, il faut comprendre que on est face à un pays, la Russie, qui est entré en économie de guerre, qui produit chaque mois 3 fois plus d'obus que l'ensemble des pays de l'OTAN. Et donc, et c'est valable aussi pour les engins blindés, c'est valable aussi pour les canons. Donc, ce pays, la Russie, on n'a pas arrêté, on a persisté à considérer comme étant fragile, qui l'an dernier nous a fait une croissance de 4,3%, dépassant l'Allemagne, dépassant la France, enfin bref, et qui je crois aujourd'hui est la 4e économie du monde, qui a profité finalement. Pourtant, il y a toujours ce discours de dire c'est le PIB d'un tout petit pays de l'Espagne. C'est souvent c'est un géant au pied d'argile. On entend souvent ce discours avec Bruno Le Maire qui disait mettre l'économie russe à genoux, et Jean-Noël Barrot qui a remis une couche, ministre des Affaires étrangères, en disant oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Il a dit qu'il fallait l'asphyxier. Voilà, qu'il fallait l'asphyxier à la suite de frappes sur Soumis qui sont inacceptables, évidemment, mais c'est entre la disproportion. En fait, c'est plus de l'ordre de la croyance que de l'ordre du réel, en fait. Sur l'ordre de la croyance, là, quand Emmanuel Macron très fièrement parlait de l'envoi de troupes au sol avec l'ambiguïté stratégique, puis l'envoi de troupes au sol dans le cadre d'un accord de paix. Quand on réfléchit 5 minutes, 10 000 soldats français envoyés là-bas en Ukraine, sans que à une seconde on ait réfléchi ou comment les loger, quel était le ravitaillement, qui payait pour tout ça, comment ça se passait, l'enveloppe budgétaire pour une telle opération, on se rend vite compte que c'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Si on envoie 20 000 troupes pour combattre, il en faut au moins 40 000 en tout, en fait. Donc la logistique, il y a tout un tas de choses. Et puis la question, moi je dis, qui reste fondamentale dans cette histoire, c'est la question de l'adaptabilité de nos troupes aux réalités du terrain. Même si ce sont des troupes, pour le moment, on va dire, on va pas être naïf, les Russes le savent, tout le monde le sait, on envoie des instructeurs pour piloter des armes qu'on envoie, en particulier les canons César, mais
d'autres choses. Donc évidemment, on a des gens déjà sur place, mais le vrai point d'interrogation, et c'est là où on devrait se poser des questions, c'est observer. Quand moi j'entends, oui, nous allons former l'armée ukrainienne, ça fait plusieurs mois, presque un an et demi, qu'on forme l'armée ukrainienne. Moi je dis attention, non, c'est plutôt l'armée ukrainienne qui devrait nous former. Nous n'avons pas l'habitude de l'intensité qu'a pris cette guerre. Nous ne maîtrisons absolument pas, même si nous avons peut-être de l'instruction autour de ça, l'action des drones qui a complètement et radicalement changé la guerre. On est dans une nouvelle forme de guerre sur laquelle nous avons peu de prise. Envoyer nos soldats dans cet enfer, c'est quelque part se donner peu de chance. Et puis pour quel résultat? Il n'est pas sûr que l'introduction d'un contingent français, je donne toujours ce chiffre, mais 28 000 hommes, c'était la présence des Russes quand ils ont occupé Kherson. Voilà. Donc vous imaginez, Kherson, c'était on va dire 300 kilomètres de front. Vous avez un front qui fait plus de 1200 kilomètres. Donc vous pouvez pas imaginer, les Russes ont à peu près mobilisé 500 000 hommes, les Ukrainiens à peu près pareil de l'autre côté, et nous on va arriver et on pense changer quelque chose. Alors on nous dit non, ce ne sont pas des troupes combattantes, ce seront des troupes qui seront positionnées dans les villes. On se demande pourquoi faire. Oui, c'est ça. Alors, dans le cadre d'un processus de paix, bien sûr. Alors là, ouf, on est rassuré, on s'imagine que tout va se calmer et on va envoyer des troupes. Mais la réalité, c'est que des troupes, nos troupes, les troupes britanniques veulent dire les troupes d'un pays de l'OTAN. Et dans ce cadre-là, je pense que jamais les Russes n'accepteront que des troupes qui ne soient pas. Alors, les Chinois se sont proposés, certains autres pays pourraient être comme des gardiens de la paix, on va dire, des soldats de la paix, mais ça ne peut pas être des soldats originaires de pays de l'OTAN. Mais justement, est-ce que la suite, s'il y a un accord de paix qui arrive, ou du moins un cessez-le-feu, même bâclé, c'est de voir cette guerre continuer comme une guerre non conventionnelle? On a eu ce général russe qui est mort dans un attentat aujourd'hui. Ouais. Il y a eu d'autres attentats qui ont été des homicides ciblés de la part des Ukrainiens. Est-ce que ça va pas être le lot courant finalement en Crimée, dans les territoires occupés par les Russes, une sorte de guerre d'usure par ces actions terroristes ou ciblées? Alors, ces actions terroristes ou ciblées, il faut savoir d'abord qu'elles sont relativement anciennes. Depuis 2014, en Ukraine, dans les zones occupées par la Russie, il y a eu énormément de ciblage, d'assassinats de dignitaires, soit des personnalités ukrainiennes pro-russes nommées par les nouvelles administrations qui ont été assassinées. C'est une marque typique, classique, presque très ancienne d'ailleurs, puisque c'était le même procédé qu'avait l'OUN, l'organisation nationaliste ukrainienne créée par Stepan Bandera, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, était allé jusqu'à assassiner un général soviétique pendant la bataille de Tcherkassy, le général Vatoutine, qui était le grand vainqueur de course, qui a été assassiné par les partisans ukrainiens. Donc il y a une vieille habitude chez les Ukrainiens de l'assassinat ciblé, de la guerre de partisans, d'une manière de saper. C'est le cas chez les Russes aussi. On a vu les actions qu'ils ont commises en Grande-Bretagne, par exemple, sur d'anciens espions, des repentis, etc. Ils ont tué Bandera en 1968 alors qu'il était réfugié en Allemagne. Voilà, donc les Russes ont de l'habitude, les Ukrainiens, mais les Ukrainiens chez eux ont une grande habitude d'assassinat d'officiers du NKVD pendant la période soviétique. C'était classique. Donc aujourd'hui, ils peuvent le faire et ils l'ont fait surtout depuis 2014. Je citais Kirilo Budanov tout à l'heure. Donc dans cette équipe, justement très entraînée par la CIA, il y a eu parfois les Américains ont protesté. On dit non, comment on vous a pas formé pour ils savaient très bien que c'était eux qui faisaient ça. Donc cette manière. Mais justement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir déborder le conflit? C'était le cas à Koursk où les Américains ont eu un peu peur sur les opérations spéciales. Les Américains ont dit à Koursk, c'est la seule opération que les Ukrainiens ont maintenue complètement secrète pour les Américains. Ils ont dit on en savait plus sur les Russes que sur nos propres alliés ukrainiens à ce moment-là. Ouais, voilà. Ils voulaient vraiment en faire un effet de surprise. Tout à fait. Mais c'était très audacieux, hein. Mais bon, un peu inutile, quoi. C'était, une façon de dire, nous aussi on peut prendre du territoire. Ça visait à rassurer les alliés, à dire que l'Ukraine avait encore
la possibilité de prendre l'initiative, de créer une guerre de mouvement dans une guerre d'attrition, tout à coup de surprendre. Et les Russes ont été surpris, ils ont failli se faire piquer leur centrale de Kourtchatov, qui était la centrale qui alimente la ville de Kursk quand même. Donc c'était quand même, oui, il y avait cette portée stratégique. Bien sûr, ils sont allés très très près. Ils sont arrivés dans les faubourgs de Kursk. On va marquer une courte pause et continuer de parler de ce dossier ukrainien avec bien sûr l'avenir politique de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, la suite des négociations et puis si une paix est possible ou bien si les différentes frappes russes là vont relancer d'autres frappes ukrainiennes et repartir pour des mois de combat. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité Régis Le Sommier pour parler de ce dossier ukrainien. Au moment où nous parlons d'ailleurs, Poutine reçoit au Kremlin Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, son camarade de golf, lui aussi dans l'immobilier de luxe depuis des années, négociateur du coup pour ça. Est-ce que on a l'impression que les Américains ne veulent pas inclure les Ukrainiens dans ces négociations, ni les Européens? Clairement, il y a un mépris à la fois pour la Commission européenne, mais aussi pour les dirigeants européens d'une certaine façon. Est-ce que c'est pour aller plus vite ou est-ce que c'est une erreur de faire ça? Je pense que c'est typique, en tout cas c'est typique de Trump et ce que fait Zelensky contre Trump et quelque part ce que font les Européens, c'est ce qu'il faudrait pas faire avec Trump en fait. Le prendre en frontal, c'est jamais bon. Pour remarquer dans sa rhétorique que la question de Zelensky revient toujours. Le personnage Zelensky, il a ciblé Zelensky. Je cite par exemple ce qu'il a dit hier. Il a dit Zelensky peut avoir la paix ou il peut se battre encore 3 ans avant de perdre tout le pays. Nous sommes très proches d'un accord, mais cet homme qui n'a pas les cartes en main doit maintenant conclure. Voilà. Donc il le rend responsable. Et je pense que ce qu'il y a chez Trump, quand il sent qu'il y a une difficulté, il va essayer de faire ce qu'on appelle le blame game en américain, c'est-à-dire de trouver qui est coupable. En fait, en réalité, ce qui l'empêche de conclure un accord plus vite, c'est l'intransigeance de Poutine. C'est le fait que Poutine sent bien que sur le terrain, il y a une possibilité que l'Ukraine cède, que la Russie gagne encore plus de terrain, voire qu'elle remporte cette guerre. Donc Poutine veut faire durer le plus longtemps possible. Et face à cette adversité poutinienne, Trump renverse l'accusation et la fait porter à Zelensky, qui lui défend son beefsteak. C'est un peu fort de café quand on voit les frappes russes de ces derniers jours, de mettre la pression sur Zelensky plutôt que sur Poutine. C'est quand même étonnant. Même si dans la réalité, Trump n'a pas tort de dire que si l'Ukraine ne prend pas ce deal, le deal dans 6 mois, il sera pire et il y aura eu 50 000 bonhommes au tapis. Voilà. C'est bien tout le problème. Et il y voit aussi le fait qu'il y a eu beaucoup trop de soutien américain et que ça doit cesser aujourd'hui puisque finalement ça ne rapporte plus rien, c'est ça? C'est ça, ça ne rapporte plus rien. Donc il y a eu ce fameux épisode des terres rares, de cet accord, de cette pression, parce que Trump, à la différence de Biden, considère qu'il doit y avoir retour sur investissement. On ne peut pas laisser. Donc en tout cas, il y aura plus de négociations, il y aura plus de, on va dire, d'arrivées. L'économiste Jeffrey Sachs, vous savez, qui disait une chose dont je suis pratiquement convaincu, c'est que Trump ne reviendra pas au Congrès pour demander davantage de crédit pour financer la guerre en Ukraine. Ça signifie que soit il y aura un accord de paix, soit l'Ukraine tentera essentiellement de se battre sans le soutien des Américains. Ce qui n'est pas possible en réalité. Ce qui me paraît totalement illusoire. On l'avait vu avec Kursk, souvenez-vous, il y a eu une opération audacieuse qui avait été faite en dissimulant des soldats dans un pipeline vide. Les Russes ont fait une opération de contournement de l'Ukraine, des forces ukrainiennes, mais il y a eu aussi le fait que pendant 4 jours, le renseignement américain n'a plus été fourni. Tulsi Gabbard avait annoncé pendant la première phase des négociations, et donc ce renseignement n'était plus là. Les Français et les Britanniques ont essayé d'aider les Ukrainiens de ce point de vue-là, mais rien ne vaut évidemment la capacité et l'efficacité du renseignement américain,
qui permettait aux Ukrainiens de savoir exactement qui était où, etc., etc., et de pouvoir cibler les positions russes. Donc, on l'a vu, la fragilité, elle est là. Si Trump décide sur un coup de tête de tout arrêter, il est quasiment impossible pour l'Ukraine de résister très longtemps. Elle le fera héroïquement parce que bon, les Ukrainiens sont des forts combattants. Maintenant, il y a quand même des gens, on le sent bien, je citais Klitschko tout à l'heure, mais d'autres aussi en Ukraine qui commencent à se poser sérieusement des questions sur le fait que il va falloir avancer dans cette négociation et qu'on ne peut pas éternellement continuer à dire non, on va continuer quoi. Mais est-ce que justement le fait de pointer du doigt Zelensky, enfin l'hostilité de Trump vis-à-vis de Zelensky renforce pas en interne en Ukraine le poids du président ukrainien? Peut-être, ça peut être aussi l'idée de celui qui a résisté. Vous savez, il a commencé la guerre quand même avec une phrase célèbre. Tout le monde le prenait pour un clown en disant qu'ils ont mis ce type qui est un showman. Quand les Russes ont encerclé Kiev, Joe Biden lui a dit est-ce que tu veux une évacuation? Et il a dit non, j'ai pas besoin d'une évacuation, j'ai besoin d'armes, j'ai besoin qu'on m'aide de ce point de vue-là, mais moi j'ai pas besoin d'être évacué. Il a commencé la guerre comme ça. Là aujourd'hui, il va adopter la technique de celui qui tient We shall never surrender. Là on est dans du Churchill. Il veut jouer sa partition churchillienne jusqu'au bout. En a-t-il les moyens? Est-ce que on sent bien que les adversaires sont aux aguets en interne en Ukraine, que Zelensky est par un personnage immensément populaire. Moi, j'ai fait un reportage. J'avais passé 10 jours en Ukraine au début de la guerre. J'étais extrêmement surpris de voir qu'il y avait des publicités partout pour l'armée ukrainienne, mais que je n'ai jamais vu de visage de Zelensky en disant c'est notre chef. Ça semblait. J'étais du côté d'Odessa, de Lviv. J'ai pas vu un poster de Zelensky nulle part. Donc c'est quand même assez significatif sur le fait que même au début de la guerre, il était contesté. Là, il est contesté aussi, mais la vraie question, c'est les rivalités internes. Il a écarté beaucoup de gens. Il a muselé l'opposition. Il a interdit la presse d'opposition. Voilà, on n'est plus... et la presse ukrainienne qui était largement subventionnée par l'USAID, l'aide américaine. Absolument, c'est vrai. C'était aussi une des réalités qui est tombée avec Trump. Totalement. Et puis, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'un chef de guerre, comme ça avait été le cas du chef du commando Wagner, qui pourrait faire une marche sur Kiev comme avait fait à l'époque Prigojine? Ça avait été évoqué, et l'hypothèse aussi d'une somalisation, on va dire, de l'Ukraine, c'est-à-dire avec des chefs de guerre ou d'une afghanisation à l'époque de 90, 92, c'est-à-dire d'un morcellement du pays, en sachant qu'il y a des potentats qui existent toujours, que même si des groupes comme Azov, Aidar, Pravi Sector ont été intégrés largement dans la structure de l'armée ukrainienne. Ils conservent néanmoins leurs prérogatives. Azov, par exemple, est en train de créer d'autres brigades. On sent qu'il y a aussi là un potentiel de recrutement. J'ai vu leur clip vidéo il y a quelques jours. C'est très impressionnant. Donc là, on est face à du nationalisme ukrainien pur et dur qui est derrière. C'est un peu comme Poutine aussi. On dit oui, Poutine est un ultra, mais en fait il y a d'autres ultras derrière. Il suffit d'écouter comment il s'appelle le chef de la Douma, Tolstoï, Piotr Tolstoï, ou Dimitri Medvedev, qui s'est révélé être un faucon absolu. On n'avait pas l'habitude c'était pas le même Dimitri Medvedev qu'on avait vu avant, allié de Poutine, Premier ministre puis président. Donc il y a cette guerre exacerbe à la fois les passions, les appétits, les ambitions aussi, et comme on sent que les choses sont en train de bouger, voilà, et que le mot élection a été prononcé, si ça devient une réalité, là, oui, il risque d'y avoir beaucoup de gens, et vous savez que les sorties de guerre sont toujours très compliquées au niveau au niveau des populations, au niveau du retour des soldats dans les foyers. Souvenez-vous l'Allemagne, 1919, les corps francs, voilà, c'est les soldats allemands qui n'ont pas perdu et à qui on dit vous devez accepter la défaite. Voilà. Et ça va être
sans doute un autre dossier difficile une fois les pourparlers de paix avancés. Mais on n'y est pas encore. On aura le temps de faire pas mal d'émissions. On pourra en reparler évidemment. Merci beaucoup Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, reporter de guerre. Dans un instant, c'est Brigitte Lahaye qui va parler des âmes. Avons-nous une âme quelle est l'âme de Vladimir Poutine ou de Volodymyr Zelensky? Je ne sais pas si... C'est George Bush qui avait dit I can read his soul. Je peux lire son âme. Est-ce qu'on peut lire les âmes? À tout de suite sur Sud Radio. Merci.